la réflexion féministe, elle est partie de là, elle est partie de ce que les femmes vivent, de ce que les femmes ressentent, de ce que les femmes éprouvent dans le quotidien, à savoir que ce travail domestique, eh bien, tonnerre de Dieu, c'est quand même du travail, c'est pas autre chose, c'est du travail, même s'il n'y a pas le statut de travail dans la société. Et donc c'est en partant du vécu des femmes et en affirmant la validité de cette expérience que les féministes ont d'abord dénoncé l'exploitation que constitue le travail gratuit. Et puis, dans un deuxième temps, on a critiqué toutes les théories économiques qui avaient évacué ce travail de leur champ d'analyse. Et par exemple, les féministes américaines ont essayé de calculer ce que ça coûterait que de payer le travail qui est effectué tous les jours par les femmes à la maison. Ça faisait des sommes absolument colossales. C'était intéressant parce que ça montrait quelque chose. Voilà, alors en une quarantaine d'années, puisqu'on est 40 ans plus tard, cette réflexion féministe sur le travail est passée de la dénonciation de l'exploitation à une analyse extrêmement fine aujourd'hui des rapports entre ce qu'on appelle la production, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le monde professionnel qui est rémunéré, qui est payé, et la reproduction, c'est-à-dire les activités de la sphère privée qui se passent au sein de la maison, qui est le travail non rémunéré. À partir de quand et pourquoi est né le féminisme ici en Europe? Oula, ça c'est une énorme question. Le féminisme en Europe, le mot féministe est utilisé à partir du 18e, début 19e siècle. Je crois que c'est vraiment une conséquence de la Révolution française, au sens occidental. Simplement, comme on le dit maintenant, on sait que la Révolution française qui a proclamé l'égalité de tous n'a quand même pas mis les femmes à égalité avec les hommes puisqu'elles n'avaient pas le droit de vote. On leur a refusé le droit de vote, le droit de faire de la politique. Donc voilà, c'est très vieux, très ancien, mais le féminisme dont on se revendique maintenant, c'est plutôt le féminisme de la deuxième vague, c'est-à-dire celui qui est né dans les années 70 du siècle passé, qui était un grand mouvement social. Comme il y a eu un grand mouvement ouvrier au 19e, il y a un grand mouvement social des femmes au 20e. Quelle discrimination subissaient les femmes? Eh bien, déjà à ce moment-là, je dirais, dans les années 70 du siècle passé, ce n'était pas des discriminations de type légal. Pratiquement toutes les discriminations avaient été supprimées. Donc c'était plutôt des choses... On parlait de libération, on ne parlait pas tellement d'égalité, parce que l'égalité, elle était réelle. Enfin, je veux dire, elle existait, l'égalité juridique existait déjà. Mais on parlait de libération. Il fallait se libérer d'un certain nombre d'oppressions, comme on disait à l'époque, qui nous paraissaient des oppressions, qui étaient qu'on était contraintes de faire un certain nombre de choses parce qu'on était des femmes. Donc, parce que des femmes contraintes à un rôle domestique, parce que des femmes contraintes à une position moins importante dans la société. Donc c'était vraiment ça qui nous semblait les choses dont on voulait vraiment se libérer, quoi. C'était aussi une libération par rapport à toute une culture qui était essentiellement masculine, qui valorisait des valeurs masculines, et où on voulait faire apparaître quelque chose de différent. Est-ce que c'était une culture religieuse ou une culture... Moi je n'ai pas de souvenir qu'on parlait de religion à l'époque, c'était pas ça le problème. Vous savez, le combat féministe il s'élabore à partir des difficultés. Et à partir des problèmes. Et les problèmes, c'est des problèmes de discrimination. Et ça, c'est vraiment quelque chose de réel, de tangible. On est discriminé parce qu'on n'a pas le droit de faire ça, dans la réalité. Ou parce qu'on ne peut pas faire ça, ou parce qu'on n'a pas accès à ceci. Et c'est de là qu'on est parti. De discrimination de salaire, discrimination dans les rôles assignés. On est parti de là, de choses bien concrètes et bien réelles. Donc je dirais que le féminisme ne m'a pas toujours apparu chez moi comme étant un véritable mouvement émancipateur. Je dirais qu'il a été une forme, certes, de libération, mais une autre forme d'aliénation, qui est celle de devoir nécessairement être sur le marché du travail et une certaine manière de concevoir les échanges entre les individus qui passent nécessairement par la forme monétarisée, financiarisée, à d'autres sociétés où ces échanges ne sont pas monétarisés, mais où ils s'installent dans une logique d'équilibre entre les individus. Donc je n'aime pas trop utiliser, je me mets dans une perspective occidentale, de dire que la situation de la femme à l'extérieur ou dans d'autres traditions est mieux ou moins bien ou plus ou moins égalitaire. Il faut voir quels sont les défis auxquels ils doivent faire face et quelle est la logique qui se trouve derrière. Je dirais pour ma part aussi que la situation des femmes en Occident ne me semble pas nécessairement toujours enviable. Des sociétés où on dit que la situation de la femme est difficile, je dois souvent ajouter celle des hommes aussi, sur d'autres plans, que ce soit le plan économique ou que sais-je. Donc, sur le plan, je dirais sur le plan
juridique. La question qui se pose maintenant est de se dire, voilà, est-ce que quelqu'un, par exemple, issu de l'immigration, qui vit différemment, on va parler de la religion, qui vit selon, par exemple, un certain nombre de codes religieux, qui décide de vivre autrement dans la société occidentale, a-t-elle ou non sa place? Moi, je réponds oui. Pourquoi? Parce que l'égalité est une égalité dans le concept occidental, une égalité en droit. C'est-à-dire qu'elle n'a juridiquement aucune contrainte, même s'il y a des contraintes sociales, qui sont une autre question, elle n'a juridiquement aucune contrainte qui l'oblige à aller de la sorte. La société ambiante lui permet de vivre comme elle l'entend, même si ça semble issu d'une société qui n'a peut-être pas les mêmes normes, elle a le droit de le vivre comme elle l'entend. La seule différence, c'est que si elle décide de ne plus le faire, la loi ne sera pas là pour l'obliger à rentrer dans un certain mode de fonctionnement. Voilà, on va dire qu'il y a certaines tensions sociales qui peuvent... Mais ça, c'est un autre problème. Les tensions sociales, les difficultés, les conditionnements, l'habitude de vivre d'une certaine manière a un poids, a une lourdeur. Mais ceci ne remet pas fondamentalement en cause la liberté entre tous les individus. Alors Inès Souter, vous êtes avocate au barreau. Est-ce que vous avez souvent affaire à des discriminations féminines? Oui et non. C'est-à-dire que le critère qui est invoqué n'est pas une discrimination féminine, mais ce sont des discriminations religieuses, mais qui frappent des femmes. Voilà, et ce sont dans ce genre de situation que je suis consultée. Pour parler plus précisément, il s'agit des problèmes du port du foulard et du port du voile intégral dans la sphère publique. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on vit dans un monde occidental exemplaire concernant la vie de la femme ici en Europe? Alors là, je pense qu'il y a des ouvrages à écrire sur le sujet. Non, je ne pense pas que la situation soit exemplaire. Je pense qu'il y a beaucoup à écrire. Bon, j'ai eu l'occasion de pas mal voyager. Donc, la situation des femmes en Occident elle est difficile. Elle est difficile parce qu'on a beaucoup de pression. On doit réussir beaucoup de choses. La vie professionnelle s'impose à nous. C'est devenu une obligation en quelque sorte. Il y a la vie familiale, la vie conjugale, la vie personnelle. Et le résultat fait que ça crée énormément de stress, de tension, de peur de ne pas être à la hauteur. Et en même temps de concurrence avec les hommes. Parce que, étant maintenant sur le marché du travail, il y a beaucoup de nouveaux conflits qui naissent sur des problèmes de concurrence, de conflits de territoire, ce qui fait que ça crée beaucoup de difficultés. Bon, c'est un conditionnement, je veux dire, on est habitué à ça, mais je pense qu'il véhicule un certain nombre de difficultés dont on n'a même pas toujours conscience, d'ailleurs. Alors, Malika Hamidi, je viens à vous. Que représente pour vous le féminisme occidental ? Alors, le féminisme occidental, pour moi, représente justement tout cet acquis en termes de lutte de femmes. On ne peut pas nier les acquis du féministe occidental. Et comme je le disais tout à l'heure en intervention, c'est que justement la notion, le terme de la pratique féministe, nous, que l'on adopte dans le projet féministe musulman, c'est justement cette mise en perspective donc de la notion de genre pour analyser les notions d'inégalité sociale et politique. Alors le féminisme occidental, je crois que Inès a évoqué certains dégâts d'un certain courant féministe en Occident, mais je crois qu'il n'y a aucun problème pour moi aujourd'hui, en tout cas à m'allier sur des luttes communes relatives à l'égalité de salaire, sur les questions par rapport à la marchandisation du corps, les questions relatives à l'égalité salariale, je l'ai dit, je pense. En tout cas, il y a une multitude de luttes communes que l'on pourrait mener sur les mêmes fronts avec les féministes occidentales. Alors, je pose la même question à Isabelle Prel. Alors, que représente aussi pour vous le féminisme occidental ? C'est-à-dire que dans l'essence même du féminisme, pour moi, ça revendique les luttes de femmes pour revendiquer leurs droits. Et dans ce sens-là, moi, en tant que femme musulmane, je me sens en solidarité avec les femmes d'origine occidentale, parce que je le suis d'abord moi-même, mais par rapport à la terminologie même, dans le sens où il y a plein de discriminations diverses qui sont encore en vigueur et de pratiques courantes envers les femmes, que ce soit, comme Malika le disait, les violences sexuelles, les violences conjugales, les discriminations au niveau de l'embauche, au niveau salarial, au niveau du plafond de verre, où des femmes finalement ne peuvent pas accéder à certains milieux de fonction, de décision et autres. Mais je pense que par rapport à tout ça, il y a des luttes ensemble, et je pense que les luttes occidentales ou les luttes de femmes féministes, ce sont des luttes en fait finalement dans lesquelles on peut toutes se retrouver à partir du moment où chacune est respectée au niveau des points de divergence qu'on peut avoir. Et donc dans ce sens-là, moi je pense que c'est un acquis, parce que la femme ici, il y a plus d'un siècle en Europe, n'avait pas encore le droit de vote, le droit aux moyens de contraception. Je dirais, il y a plein de choses dans la vie de
tous les jours ici, qui ont pu être acquises grâce à ces luttes de femmes. Et je pense que c'est une nécessité. Et de se rendre compte que finalement, nous, en tant que femmes musulmanes, nous avons beaucoup de points de convergence par rapport à ces revendications. Et je pense qu'il faut se mettre ensemble, en front commun, par rapport à toute cette évolution qu'il faut susciter au sein de cette société. Et surtout au niveau des mentalités, puisqu'on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de pression sociale, beaucoup de pression de représentation, d'image et autres, qui nous confinent dans des modèles ou dans des moules normatifs qui sont vraiment qui vont vraiment à l'encontre de l'émancipation de la femme. En islam, le féminisme existe-t-il? Et si oui, qu'est-ce que le féminisme musulman? Bon, ça, je dirais que ça revient pas de ma spécialité de pouvoir parler des différents féminismes qu'il y a en islam. Moi, c'est vrai que ce que je veux mettre en évidence, c'est que personnellement, en tant que personne convertie, j'ai trouvé un modèle de libération et un modèle émancipateur dans la révélation coranique, dans son message pur. Mais je fais la nuance avec le fait que ce message pur est fortement altéré par toutes les pratiques coutumières qui sont vraiment des horreurs et qui sont vraiment en contradiction avec les principes essentiels de l'islam. Et je voudrais dire, dans ce sens, je pourrais même parler du fait que le prophète était féministe en lui-même, puisque au moment de la révélation, le comportement des hommes et de la société envers la femme et la condition dans laquelle elle était maintenue était vraiment horrible, et qu'il est venu dans ce sens-là avec un message féministe. Mais je sais que le mot féministe est quelque chose qui coince et qui fait peur, mais je pense que dans son essence, c'est un message qui vise à libérer tous les êtres humains, qu'ils soient hommes ou femmes, de toute condition d'amoindrissement ou de position de hiérarchie ou de subalterne qui mettent les gens sur un pied d'inégalité alors que les hommes naissent tous libres et égaux. Et l'islam, en son sens, est un message libérateur pour tous les êtres humains. Est-ce que vous revendiquez en tant que féministe ? En sachant toujours qu'il faut d'abord éclaircir qu'est-ce qu'on met derrière le mot féministe. Je sais que beaucoup de personnes voient dans le terme féministe les luttes de femmes laïques qui s'opposent à un référent religieux comme modèle d'émancipation. Donc c'est vrai que moi je ne me retrouve pas dans ce terme qui est à mon avis une dérive du féminisme, mais je me retrouve en tant que femme dans une revendication de pouvoir être reconnue dans la légitimité de mes droits et de ma liberté de choisir mon modèle d'émancipation. Et si c'est ça être féministe, oui, on peut le dire de la sorte, mais je ne me mets pas dans les dérives du mot féminisme en lui-même. Vous, Malika Hamidi, vous vous définissez, vous vous revendiquez comme féministe? Alors, je vais enfin pouvoir répondre à la question puisqu'on ne me l'a jamais posée. Pour moi, si être féministe et se battre pour l'égalité des genres, oui. Le Coran est bon. Je vais pas revenir sur ce que Soumaya a dit avec beaucoup de clarté, beaucoup d'éloquence. Il y a une égalité des genres qui est inhérente dans le Coran. Le Coran est porteur d'un message émancipateur. Ça fait des années qu'on le dit et qu'on le répète. Simplement, moi, ce que je crois que et c'est là où j'aimerais rebondir à ce que disait Inès sur la question du féminin. Pour moi, le féminisme, oui, il faut se battre pour une égalité sociale, politique, spirituelle, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas faire l'économie. Alors, elle parlait du féminin, moi je parle de la féminité, de toute elle disait pendant son intervention que les hommes ont une part de féminin, les hommes ont une part de féminité en eux. Et je crois qu'on doit aussi pouvoir revenir à ce discours, même si ça fait peur, parce qu'aujourd'hui, parler de féminité, de maternité, ça renvoie à un discours arriéré, ça renvoie à la nature de la femme. Or, aujourd'hui, au nom de la nature de la femme, les femmes sont discriminées et je crois qu'on doit le dénoncer aussi. Mais je trouve cela beau de revenir à toute la conception de la féminité. Donc, je crois que ce féminisme-là, cette lutte qu'on est en train de mener, doit nous permettre et doit permettre à certaines féministes de pouvoir entendre qu'aujourd'hui, il y a des féministes qui sont en train de dire au nom de ma nature, au nom de ma différence biologique, eh bien, j'ai envie de rester à la maison, par exemple. Alors moi je reviens à cette question, est-ce qu'aujourd'hui venir revendiquer qu'on est féministe, ce ne serait pas une façon de justifier ce port du voile qui est tellement agressé aujourd'hui ? Revendiquer ce féminisme, ce serait faire la promotion du foulard? Absolument pas. Justifier le fait de porter le foulard? Non, pas du tout. On a des féministes. Vous savez, le féminisme musulman, il est pluriel. J'aurais dû peut-être le préciser dans mon intervention. Il y a différents féminismes. Hein. Vous savez, les sociologues ont établi des catégories de féminisme. Hein. On a le féminisme musulman, le féminisme islamique, le féminisme islamiste, les féministes de culture musulmane. Et puis, en fonction de cela, on a toute une typologie. On a les féministes islamiques d'État aussi, quand on parle du contexte marocain et du contexte iranien. Donc vous savez, on a toute une typologie de féminisme musulman. Il est pluriel. Simplement, pour moi, être féministe musulmane, c'est pas faire se battre pour le droit à porter le foulard. C'est simplement pour le droit de faire ce que l'on souhaite de son propre corps, le droit à l'éducation, qu'une femme aujourd'hui soit au nom
du féminisme aujourd'hui, des féministes empêchent des jeunes femmes d'aller à l'école, c'est une atteinte au droit à l'éducation. Et donc c'est une liberté fondamentale. Et donc à partir de là, on ne peut pas, en tout cas moi je ne me considère pas, je ne vais pas revendiquer le féminisme musulman pour revendiquer mon droit à porter le foulard. Non, le foulard je le porte, aujourd'hui je n'ai pas à me justifier. Pour moi le débat il est dépassé. Les vraies luttes aujourd'hui se situent à d'autres niveaux. Comme je le disais, nous renvoyer toujours aux histoires de foulard, c'est une stratégie pour détourner notre regard des vrais problèmes sociaux et politiques. Donc pour moi, ce que j'appelle, c'est les femmes musulmanes ou les féministes musulmanes à s'engager sur les questions de l'environnement. Par exemple, on a eu Green Hellel qui a fait une très belle présentation par rapport à la malbouffe, par rapport à tous ces problèmes-là. Donc engageons-nous sur ces questions-là. Et pour moi, c'est aussi du féminisme musulman. Le féminisme musulman, c'est pas se battre pour le droit, uniquement pour le droit à porter le foulard. Celles qui souhaitent porter le foulard le portent, mais il ne faut pas réduire le débat et les luttes des féministes musulmanes au droit à porter le foulard. Vous avez des féministes musulmanes qui disent aujourd'hui, au nom d'une interprétation féministe, que le verset relatif au Coran, les versets relatifs au droit au foulard sont obsolètes. Et c'est au nom du féminisme musulman. En tant que féministe musulmane, elle revendique le droit à ne plus porter le foulard. Donc il ne faut pas simplifier un débat qui est extrêmement complexe. Madame Hamidi devient féministe musulmane. Et c'est vrai que ça m'a questionnée. Je me suis dit, ça c'est intéressant. Je n'avais pas dit que j'étais féministe musulmane, c'était un mouvement que j'observais à partir d'un cadre intellectuel, dans le cadre de ma thèse. Et puis on m'a collé tout à coup cette étiquette. Alors je ne l'ai pas refusée, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas. De toute façon, pour moi, il renferme ce à quoi j'aspire en tant que femme, c'est-à-dire pouvoir revendiquer mes droits, apporter un regard nouveau, revisiter les sources scripturaires. Pour moi, c'est nécessaire aujourd'hui. Et puis j'avais aussi envie de me battre aux côtés d'autres féministes sur les questions d'inégalité sociale, politique que l'on vit aujourd'hui dans la société qui est la nôtre au XXIe siècle, en Belgique, en Europe, en l'occurrence. Et donc, c'est assez intéressant parce que je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant de voir ce que l'autre perçoit de ce concept-là. Mais c'est vrai que souvent, chez les musulmanes, ça renvoie à toute la période du féminisme colonial, où le féminisme colonial, la colonisation, toute cette époque où on faisait un lien inextricable. Finalement, on établissait un lien inextricable entre l'islam et l'oppression de la femme. Et donc, pour certains courants, en tout cas pour certaines femmes musulmanes, réutiliser ce concept est problématique. Et c'est là où je citerai Omeima Boubak, Omeima Boubak qui est une féministe musulmane selon l'analyse de certaines sociologues. Elle est féministe musulmane égyptienne, intellectuelle, académicienne, engagée sur le terrain. Et elle dit une chose, je trouvais ça très intéressant, elle dit « Le féminisme islamique, c'est l'appellation hégémonique de cet autre avec un grand A », je m'explique, elle dit en fait, à un moment donné, il a fallu nommer un mouvement de femmes qui émergeait dans le monde arabo-musulman, qui émerge depuis les années 80-90. Il a fallu le nommer, et ce sont les autres, donc elle explique, et c'est vrai, ce sont les sociologues, en tout cas le monde académique occidental qui a commencé à utiliser ce concept-là. En tout cas, c'est en Occident qu'on a commencé à parler d'islamic feminism, donc féminisme islamique. Alors, qu'entendez-vous par réviser les textes coraniques que vous disiez tout à l'heure? Parce que c'est vrai, dès qu'on parle de voile, on parle de femmes, on parle de réviser les textes coraniques. Ce ne serait pas plutôt les mentalités macho-masculines à réviser plutôt que des textes auxquels ne se soumettront quand même pas les hommes dominants? Oui, vous avez raison de préciser qu'il faut réformer les mentalités. D'ailleurs, on le voit avec le cas de la Moudawana au Maroc. Alors, on a une réforme du code de la famille. Et quand vous allez au Maroc et que vous posez la question aux juges marocains, ils vous répondent « Ouais, la réforme, elle est passée, mais sur le terrain, on a des juges qui n'arrivent pas à se défaire de cette mentalité machiste. Et donc, la traduction concrète sur le terrain, elle a du mal à passer. Donc oui, il y a tout un travail de réforme des mentalités à faire. Et cette réforme ne se fera pas de manière anarchique. Mais oui, il faut aussi aujourd'hui développer des nouvelles méthodes d'approche du texte pour aller vers cet égalitarisme dans le texte. Ça passe aussi par cela.
Alors beaucoup d'hommes se sentent agressés lorsqu'on parle de féminisme. On a l'impression que quand on brandit l'étendard du féminisme, on veut écraser l'autorité des hommes. Alors qu'est-ce que vous répondez à ces craintes? Non, il faut justement le féminisme musulman, en tout cas moi le courant auquel j'aspire et auquel j'adhère, c'est justement celui d'associer les hommes. Et je crois que simplement, et je le dis quand même avec force et détermination, revenir à tout le travail de vulgarisation qu'un intellectuel musulman engagé comme Tariq Ramadan a fait. Aujourd'hui, moi, si je suis à même de parler de féminisme islamique, c'est parce qu'il a aussi ouvert la voie à cette réflexion. Nous, en 2003-2004, nous organisions dans le cadre de Présence musulmane en France des séminaires de formation sur la femme. Il les animait. Il les animait pas en nous fomentant l'esprit, mais il les animait en nous donnant des outils de manière à approfondir notre réflexion. Donc il nous donnait les outils parce qu'il a cette analyse sur des enjeux politiques au niveau international que nous n'avions pas. Et il avait cette humilité finalement de nous dire à tous, voilà, vous avez des outils, mais maintenant à vous de prendre en charge la question de la femme. Donc il a vulgarisé même la question du féminisme islamique, il l'a traduit vers le français, il l'a vulgarisé, et aujourd'hui si vous avez un mouvement de femmes, en tout cas un mouvement de femmes qui sert de fer de lance à la dynamisation de ce mouvement, en tout cas en Europe francophone, c'est aussi un petit peu grâce à toute la vulgarisation du travail de Tariq Ramadan. Donc voilà un homme qui a participé à l'élaboration d'un discours, du discours relatif au féminisme musulman. Puis il y en a plein d'autres évidemment. Vous avez Abdelkalim Sourouj, qui travaille aussi, lui qui propose des méthodes interprétatives d'approche du texte. Dans le monde anglo-saxon, vous avez énormément d'intellectuels qui proposent justement ce regard critique des textes aujourd'hui, qui disent eux-mêmes que l'interprétation du Coran sur certains versets, effectivement, elle est empreinte de la culture patriarcale de l'époque et qu'il faut évidemment apporter un regard nouveau. Mais je pense que le féminisme interpelle à partir du moment où on donne des sens erronés à ce terme, et je pense qu'il ne faut pas l'utiliser de manière abusive. Ce que je trouve important de rappeler, c'est que il y a un changement des mentalités qu'il faut mettre en place, qu'il faut se retourner vers les sources de référence auxquelles on croit ou on adhère, qu'il faut éventuellement faire un travail de remise en question de certaines sources ou de certaines analyses qui peuvent être erronées, et là de revoir tout le processus de la fiabilité, de la transmission, des compétences des personnes qui interprètent et autres. Mais je pense que le plus important, c'est que, au-delà de la théorie, c'est de la mise en pratique de des références correctes qui importent. Et cette mise en pratique et en application de ces règles correctes pour le droit et la justice de chacun ne pourra se faire qu'en complémentarité et qu'en partenariat avec les hommes et les femmes. Et les hommes et les femmes en tant que couple, les hommes et les femmes en tant que parents, parce que je pense que c'est le berceau de la transmission des valeurs et des références dans lesquelles les enfants et les sociétés futures vont grandir. Donc je pense qu'on doit être partenaires, on ne doit pas se considérer comme étant des ennemis, mais comme étant des associés pour apporter un plus dans l'évolution de la mentalité, de la société, pour construire ensemble l'avenir meilleur qu'on doit à nos enfants, à nos familles et aux sociétés dans lesquelles on vit. Je vous laisse le mot de fin, Inès Auteur, sur ce qui a été dit. Oh, mais écoutez, moi en tout cas j'étais très contente d'écouter un sujet que je ne connaissais pas beaucoup, qui est le féminisme musulman. J'ai évidemment vécu le féminisme occidental, dont j'ai vu quand même certains travers. Et je pense que justement la présence féminine musulmane apporte un regard vraiment neuf sur la manière dont on peut se renouveler, enfin je dirais sur la manière de voir le féminisme en général, et concernant à la fois et les femmes, et je dirais et le féminin en général aussi, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, dans notre manière de nous comporter, et que j'espère pouvoir être un tournant qui soit bénéfique à tout le monde, musulmans et non musulmans.